Il y a 20 ans, s'éteignait Léopold Sédar Senghor, un des poètes noirs les plus lus au monde, dont l'œuvre a été traduite en chinois et en coréen. Premier Africain noir à l'Académie française, premier Africain à décrocher l'agrégation de grammaire française, premier président du Sénégal indépendant, premier chef d'État à quitter lui-même le pouvoir sur un continent tenu par des autocrates, mais aussi l'un des pères du concept de négritude. Alors pourquoi Senghor, figure intellectuelle et politique majeure dans le monde, reste-t-il une ombre, une énigme même, pour la plupart des jeunes Sénégalais? Pour le comprendre, nous donnons la parole à deux historiens. Mamadou Diouf, qui travaille sur l'histoire politique, sociale et intellectuelle de l'Afrique coloniale et post-coloniale, et Abdoulaye Bathily, auteur de Mai 68 à Dakar ou La révolte universitaire et la démocratie. Il fut également opposant au régime de Senghor. Ils ont accepté de nous répondre depuis Dakar. Mamadou Diouf, ma première question est pour vous. Alors Léopold Sédar Senghor, c'est le poète président, c'est le Sénégalais le plus connu au monde aujourd'hui, c'est l'un des inventeurs du concept de négritude. Certains l'ont érigé au rang de mythe. Qu'est-ce qui, selon vous, dans son parcours, a marqué le plus pour en faire finalement cette figure universelle qu'il est aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un mythe Senghor, mais si on considère qu'il existe, il a été construit par à la fois ses idées, sa pratique en tant qu'intellectuel intervenant non pas seulement dans les débats africains, mais dans les débats du monde. Senghor, c'est une reconstitution historique du rôle de l'Afrique dans le temps du monde, du rôle de l'Afrique dans la civilisation. Mais la deuxième chose, c'est Senghor qui participent aux débats, qui sont les grands débats, si vous voulez, d'après-guerre sur comment lire Karl Marx, comment penser le socialisme scientifique en relation avec le socialisme africain dont il parle, dont Nkrumah parle. Nous essayons d'élaborer une voie originale du socialisme, une nouvelle théorie et surtout une nouvelle pratique adaptée à notre situation de pays sous-développé, à notre culture négro-africaine. Il s'agit d'intégrer au socialisme les valeurs culturelles de l'Afrique noire et en particulier les valeurs religieuses. Avec Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas, il invente le concept de négritude. Pour Senghor, elle est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire. Un concept critiqué, notamment par les Africains anglophones, comme l'écrivain nigérian Wole Soyinka, qui dira « Un tigre ne proclame pas sa tigritude ». Il y a des conflits autour des relations entre, si vous voulez, la négritude telle qu'elle est pensée par Senghor, surtout après l'indépendance du Sénégal, et le panafricanisme tel qu'il est pensé par les mouvements anti-négritude qui eux se rencontrent à Alger. Il est très clair, si vous voulez, qu'il y a une tension, productive, mais qui est importante. Mais même Soyinka, dans le film réalisé par mon collègue Mancha Diawara, qui est un dialogue fictif entre Soyinka et Senghor, Soyinka reconnaît que son attaque était une attaque un peu trop agressive et qu'aujourd'hui, sur beaucoup de questions, notamment la question de penser comment les Africains pourraient produire un commentaire africain sur l'Afrique, comment les Africains pourraient produire des humanités qui sont des humanités proprement africaines. Il rejoint, sur certaines questions, il rejoint la position de Senghor. La négritude, d'aucuns l'ont nié, en particulier les négro-africains anglophones. Ils disent qu'il n'y a pas de négritude. Mais alors pourquoi avoir demandé l'indépendance? Si on a demandé l'indépendance, c'est pour préserver notre personnalité collective. Les Noirs ont une certaine façon de danser,
de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. J'avais commencé par être déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré. À la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement mais ouverture, et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces deux raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit. De Senghor, le président français Charles de Gaulle disait qu'il était aussi fier de sa négritude que de sa culture française. Le rapport du chef de l'État sénégalais à la France est complexe. Une fois au pouvoir, Léopold Sédar Senghor vit avec ces deux mondes qu'il ne mélange pas. Les cultures négro-africaines appartiennent au domaine de la spiritualité, mais pour diriger le Sénégal, il conserve les procédures bureaucratiques coloniales et utilise le français. En 1946, il se fait élire député de l'Assemblée constituante. Il apparaît aux uns comme la preuve vivante du génie colonial français et aux autres comme le chantre du néocolonialisme. Il préfère l'idée d'assimilation à celle d'indépendance totale. La colonisation n'a-t-elle pas pour louable dessein de greffer le rameau latin sur le sauvageon africain, dira-t-il le 5 février 1951 devant un parterre d'écrivains belges. Il y avait un vaste courant d'opposition qui considérait que Senghor, en réalité, était le représentant de ce que nous appelions à l'époque le néocolonialisme français. Son image est associée à la France, fondamentalement. Même si, la manière dont il a quitté le pouvoir, de manière pacifique, est saluée d'une certaine manière, mais à l'époque, les gens considéraient qu'il a été contraint et forcé. Il a dirigé le Sénégal comme un homme politique français au service de la France. Alors en 1960, Senghor devient président du Sénégal. Il a toujours dit ne pas l'avoir voulu, parce que son rêve, c'était avant tout de voir la construction d'une nation plus large, d'une nation négro-africaine. Le projet politique senghorien n'était pas un projet politique sénégalais. C'était un projet politique ouest-africain. Senghor et Mamadou Dia, son président du Conseil, ont toujours été convaincus que la trajectoire des nations africaines ne peut pas être la réplique de la trajectoire des États-nations occidentaux, européens. Pour eux, justement, l'unité politique africaine devrait dépasser l'État-nation et prendre en considération des unités territoriales beaucoup plus larges, unités territoriales qui seraient gouvernées non pas de manière centralisée, mais comme les empires africains de manière décentralisée. Et c'est pour cela qu'ils se battaient pour le maintien de l'Afrique occidentale française et du passage de la fédération coloniale en une fédération qui obtiendrait la souveraineté politique. L'État senghorien est celui du pouvoir absolu, décrit un observateur. Un parti unique, une presse censurée et dès 1960, un système répressif. Son président du Conseil, Mamadou Dia, en fait les frais, accusé d'avoir mené un coup d'État. Il restera 11 ans derrière les barreaux. Nous admettons ici l'opposition, à condition que l'opposition soit légale, c'est-à-dire respecte notre constitution et nos lois. Ce que nous n'admettons pas, c'est que l'opposition s'aligne sur une puissance étrangère. Je pense que dans un pays sous-développé,
le mieux est d'avoir sinon un parti unique, du moins un parti unifié, un parti dominant où les contradictions de la réalité, n'est-ce pas, se confrontent entre elles au sein du parti dominant, étant entendu que c'est le parti qui le tranche. En 1968, il est pour la première fois depuis son accession au pouvoir fragilisé. Le contexte économique est morose. La France a décidé de ne plus subventionner la production d'arachide, principale source de revenus du Sénégal. Du jour au lendemain, des centaines de travailleurs perdent leur emploi et la révolte gagne le milieu estudiantin. Abdoulaye Bathily, à ce moment-là, Senghor est rappelé à l'ordre d'une certaine façon. Au plus fort de la crise de mai 68, le 31 mai et le 1er juin, Senghor était pratiquement à deux doigts de perdre le pouvoir. Il a demandé à l'armée, dirigée à l'époque par le général Jean-Alfred Diallo, qu'il avait mis en place comme chef d'état-major général de l'armée et au commandant de la gendarmerie. Le général Diallo lui avait demandé de changer de cap. Il lui a dit que l'armée ne voulait pas prendre le pouvoir, mais il était indispensable que des réformes politiques soient appliquées. Et le général lui a envoyé une lettre et dans laquelle, naturellement, il demandait au président de faire le nettoyage dans son entourage, de renvoyer les ministres corrompus, de ramener l'État à une gestion plus vertueuse. Après mai 68, Senghor comprend qu'il faut réformer en profondeur le système politique. Il libère l'ensemble des détenus, ouvre la voie au multipartisme et se choisit un dauphin. Ce sera Abdou Diouf. Mamadou Diouf, si on fait le bilan, en 20 ans, Senghor il est parvenu à installer le Sénégal sur la scène mondiale, que ce soit sur le plan diplomatique, intellectuel ou culturel, mais en revanche, son bilan économique est beaucoup moins glorieux. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui va orienter sa décision de se retirer? Il ne veut pas, en fait, plonger dans les questions économiques. Il va se choisir un premier ministre pour gérer l'administration et l'économie. Et quand les prescriptions des institutions de Bretton Woods se resserrent, Senghor n'a pas envie de faire le travail et de se trouver là. Donc il part. Et je pense qu'il part au bon moment. Geste inédit dans les régimes autoritaires du continent, Senghor démissionne le 31 décembre 1980. Une attitude saluée par l'Occident démocratique, moins par l'Afrique ou le Sénégal, qui y verra davantage un aveu de faiblesse. Quand il a quitté le pouvoir, il y a eu une sorte de désenghorisation sous le régime d'Abdou Diouf. Tous les documents de l'ère senghorienne ont disparu. La radio, la télévision, les organes publics ont fait une omerta sur Senghor. Tellement Senghor était décrié. On n'a plus parlé de lui du tout. Pendant les 20 années de sa retraite en Normandie, à Verzon, Léopold Sédar Senghor ne fera aucun commentaire sur la politique de son pays. Une prise de distance qui a accéléré sa sortie de l'imaginaire collectif sénégalais, alors qu'il s'inscrivait dans l'opinion publique internationale comme un des meilleurs avocats de l'Afrique.